Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Bonjour à tous, c'est la version portugaise. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. On fait la présentation de l'étape numéro 16 de cette Vuelta. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris, votre grosse cote pour cette étape, si vous pensez une stratégie un peu différente de la moyenne. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre déjà un super fan si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail. EPS 2.0, c'est sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Petite préférence pour Spotify, TikTok, avec le débrief juste après l'arrivée de la course. Étape numéro 16, similaire à l'étape numéro 11, c'est-à-dire une étape assez plate dans 90% de son parcours et une montée sèche à l'arrivée, mais qui est une montée de deuxième catégorie, plutôt typée puncher. Donc c'est en fin de journée qu'on pourra faire la différence. C'est une étape qui est plus courte que l'étape 11, elle est assez courte, on sera sur du 3 heures de course grand maximum. Vraiment, si on roule pas très vite, on sera à 3 heures de course, parce que ça veut dire du 40 à l'heure. Je pense qu'on sera plus rapide. C'est vraiment 120 km, c'est assez court. Et avec une première le long de l'Atlantique, parce qu'on avait fait la Méditerranée, mais on n'avait pas fait le long de l'Atlantique. Donc là, voilà, on sera le long de l'Atlantique pour cette étape. Dans sa première partie, puis ensuite on reviendra un petit peu dans les terres quand on montera du côté de Bérès sur les 30 derniers kilomètres. C'est pas, moi je trouve que c'est un peu la course à l'échalote avec les arrivées au sommet et que là c'est un peu ridicule. J'aurais préféré un sprint, j'aurais préféré une étape toute plate ou dans ce cas-là un petit enchaînement de boss, mais là ça fait 2 fois qu'on va se taper un peu la même chose avec une montée sèche et ça devrait pas être dingue. Et excusez-moi de vous le dire, mais la montée de Bérès, c'est pas l'Angliru qu'on aura le lendemain. Du côté du dénivelé positif, 2122 mètres, c'est la 14e étape dans le classement de dénivelé positif, des étapes avec le plus de dénivelé positif. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours du jour sur cette étape numéro 16. Lendemain de journée de repos, donc étape assez courte comme on peut le voir. Et surtout étape exposée, on va dire, au vent, parce qu'on va être le long de la mer, le long de l'océan Atlantique. Là, on est en fait au nord de l'Espagne. Vous voyez Santander, et voilà, on est au nord de l'Espagne. De Landcres Playa pour aller à Bérès. Si vous voyez, pendant 100 km, on sera le long de la mer. Et juste avant le sprint intermédiaire, on va quitter le bord de mer pour re-rentrer dans les terres pour aller du côté de Bérès. Ça se voit de manière assez importante, bien entendu, avec le profil de cette étape jusqu'au sprint intermédiaire. Et puis ensuite, ça grimpe vers Bérès. Une montée sèche, 120 km seulement, donc ça va être assez nerveux. La remise en route va faire mal pour les coureurs. Depuis donc Liancles Playa vers Bérès, avec un début de journée le long de la mer assez plat, mais il y a toujours des petites bosses parce que vous avez des petites falaises. C'est jamais totalement rectiligne le bord de mer. Il y a toujours des petits trucs. Le bord de mer, le bord de l'océan Atlantique, il y a toujours des petites bosses à part vers le Pays Basque ou le long de la mer. Je crois que c'est assez plat et encore j'y suis jamais allé. En Vendée c'est plat. Mais sinon, il n'y a pas de côte en Vendée. Mais sinon, ça va. Il n'y a pas de côte par rapport à chez moi, par exemple. Il y a des abonnés qui, je pense, sont passés un mauvais moment sous la pluie avec des branches d'arbres. Du côté de Liancras Playa, Torre la Vega en début de journée au bout de 20 km, puis Sances, je pense que ça se prononce comme ça, et Santillana del Mar, 7 km 45.5. Là, on sera à 1 heure de course, à peu près à ce moment-là. On redescend vers Cormillas, vers San Vicente de la Barquera au km 76 où on sera au niveau 0, donc vraiment au niveau de la mer. Le sprint intermédiaire à Unquera qui sera sprint bonification, il sera au km 93. Alors on a l'impression là sur la carte qu'il est assez loin de l'arrivée, sauf que km 93, on sera à 27 km de l'arrivée. Et puis ensuite Panès et la montée finale vers Bérès. Avec une montée de 4 km 9 à 8,6 de moyenne, côte de deuxième catégorie. On la regarde tout de suite, cette montée de Bérès, premier kilomètre à 11%. Donc c'est le kilomètre qui est le plus dur de cette montée. Ensuite, on a 7,1, 5,8, 9,8% entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4 à 8,8. Les pourcentages max sont entre 12 et 13%. Voilà.
Donc c'est assez régulier quand même. Ils sont disséminés un petit peu partout sur la montée, hein, les pourcentages max du côté de cette montée de BRS. On regarde sur la carte. Bon, bah voilà, les 5 derniers kilomètres, pas mal d'épingles sur la première partie. Donc le placement aura peut-être son importance, vu qu'on sera à la sortie d'une agglomération. Et puis ensuite, à partir du kilomètre 3, bah là, ça devient assez rectiligne. Une autre série d'épingles au kilomètre, entre 1 km et je dirais 850 mètres de l'arrivée, 900 mètres de l'arrivée. 800 mètres pardon, de l'arrivée. Puis ensuite, une grande courbe qui nous emmènera quasiment à l'arrivée. Donc il n'y a pas de grande difficulté en cas de sprint. Mais bon, je pense qu'on aura plutôt une échappée qui ira au bout. On regarde tout de suite l'histoire de la Vuelta. Du côté de l'histoire, eh bien, vous allez rire, mais entre Liancres, Playa et Béres, eh bien, il n'y a eu aucune étape qui est passée dans chacune de ces deux villes. On n'a jamais pris cette montée de Béres, on n'est jamais parti de l'autre côté, donc c'est assez drôle. Par contre, du côté de Liancres Playa, eh bien, on peut voir pas mal de coureurs qui sont nés dans cette région, et notamment le plus connu, c'est peut-être Oscar Freire, triple champion du monde, vainqueur de nombreuses étapes sur les grands tours, qui lui est né à Torrelavega. On a également Juan José Cobo, qui est né dans la même commune. Vous avez José Ivan Gutiérrez, lui c'était du côté du Sances, où on passera pendant l'étape. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour des coureurs les plus connus. André Madrazo, qui est également à Santander, parmi voilà, les coureurs les plus connus de cette région. Et puis du côté de Béres, eh bien, c'est plus calme au niveau des personnalités de cette région du côté du cyclisme. Et voilà, à côté on part vraiment pas très loin de Santander, hein. On est à une vingtaine de kilomètres de Santander à peu près, je dirais, à la carte, on va dire à vol d'oiseau. Du côté de la météo, un temps nuageux avec risque d'orage entre 50 et 65% de risque de pluie sur cette étape. Donc il faudra faire attention du côté des coureurs, parce qu'on a eu des routes qui sont peut-être un petit peu sales. Donc il faudra faire attention avec des routes qui peuvent un petit peu glisser peut-être. Vent de nord-ouest de face le long de la mer. Et puis ensuite, il sera de dos. Le vent va vraiment rester dans la même direction. Du côté des températures, il fera une vingtaine de degrés. Donc c'est vraiment des températures tout à fait acceptables, bien plus fraîches que dans les jours précédents également sur la course. Du côté de la stratégie, encore une fois, je pense à un scénario similaire à l'étape 11 avec une échappée qui va au bout et puis pas grand-chose derrière parce que il y a un peu plus de pourcentage, mais c'est pas suffisamment long pour qu'un leader perde 4 minutes, perde 2 minutes. Si un leader est pas bien, il va perdre 15-20 secondes. Et un leader pas bien, je pense que ça sera pas le top 5 qui perdra du temps. Donc, c'est pas suffisant. À part si le vent était plus fort dans les périodes de plat, ou à part s'il y a un coureur qui chute, ou il y a un truc comme ça, ou peut-être ça peut animer la course, mais je crois qu'on va rester assez calme dans le peloton, surtout que le lendemain, c'est l'Alto de l'Angliru et que le surlendemain, c'est l'étape avec le plus de dénivelé positif de cette Vuelta. Donc, autant vous dire qu'on va peut-être rester un petit peu calme. Entre mercredi et jeudi, ça va être un petit peu costaud. Du côté des favoris, de mes favoris, j'ai mis Andrea Piccolo. J'ai tenté des grosses cartes, vu que moi je pensais à une échappée. J'ai mis Andrea Piccolo, qui a un profil quand même puncher. Les classiques italiennes arrivent. Il a peut-être retrouvé un petit peu de la condition physique, parce qu'on sait que l'année dernière, il avait très bien fini la saison. Je tente, parce que je voulais pas mettre Romain Grégoire une nouvelle fois. Alors j'ai tenté Germani, le coureur de la Groupama FDJ. On l'a pas vu depuis le début de la course, le jeune Italien. Peut-être qu'il va se réveiller sur cette étape-là. J'ai mis Louis Vervaeke parce que Remco Evenepoel aura beaucoup de points à défendre dans les 2 jours suivants au niveau du classement de la montagne. Donc il ne va peut-être pas retenter le coup sur cette étape-là. Et que Louis Vervaeke, eh bien, c'est une belle alternative. Un coureur qui avait fait une énorme performance, un énorme travail. Pour ceux qui se souviennent, sur la côte de la Redoute. Je crois que c'était à la Redoute où il avait roulé très fort cette année sur Liège. Juste avant l'attaque de Remco, il avait roulé très fort, donc ça avait plutôt bien marché. Et puis en grosse cote, Julien Bernard, le coureur de la Lidl Trek. Voilà, le Nivernais, il vient de renouveler son contrat
avec la Lidl Trek. Donc voilà, je tente le coup avec Julien Bernard. Puis quand on est du Cher, on n'est pas très loin de la Nièvre. Voilà, j'ai passé une partie de ma scolarité dans la Nièvre. Donc, il y a toujours un relationnel particulier avec les voisins. Les voisins qui allongent les voyelles, mais les voisins quand même. Il faut savoir que pour ceux qui ont jamais mis les pieds dans la Nièvre, l'accent nivernais est assez particulier. Enfin, il y a un petit accent nivernais quand même. Et ils ont tendance à allonger le A, le O, les voyelles, vraiment. C'est assez drôle. Et nous, quand on était dans le Cher, et que notamment moi j'étais au lycée, c'est-à-dire qu'on n'était pas beaucoup du Cher dans le lycée, dans la Nièvre. Ouais. Il y avait certains qui se foutaient un petit peu de la gueule des Nivernais avec leur accent, dans le bus, notamment scolaire, qui nous ramenait dans notre chère poterie. Tu vois, ça c'est l'accent de la Nièvre. Poterie, comme ça, avec le A un peu fermé, le O un peu bizarre, c'est du Nivernais. Pour faire un peu de généralité. Du côté du programme télé, Eurosport 1 à partir de 14h15, le direct à 14h45, étape en intégralité. En même temps, 120 km, ça reste très court, parce que le départ fictif à 14h40, donc l'étape sera en intégralité sur Eurosport 1. Swansea à 82 km de l'arrivée entre 15h36 et 15h41. San Vicente de la Barquera à 43 km de l'arrivée entre 16h26 et 16h36. Et puis l'arrivée prévue entre 17h20 et 17h38. Donc comme je disais, on prévoit moins de 3 heures de course sur cette étape. Eh bien, nous, on se retrouve ce soir pour faire le débrief sur YouTube à 21h, mais sur TikTok juste après l'arrivée. La présentation demain d'une étape avec l'Alto de l'Angliru. Autant vous dire que là, il y aura des choses à dire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Mec Production. Et puis, n'hésitez pas à regarder les vidéos de la Coupe du Monde. Allez, à la prochaine!